Bonjour à tous, ici Simon de Lib. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Pour la deuxième semaine consécutive, je suis seul. Hubert est probablement en transition de revenir de Colombie, donc dans l'avion où il a atterri, je ne sais pas trop. Donc aujourd'hui, je voulais faire un autre épisode et je voulais vous parler d'un sujet qui est pas très passionnant, mais qui j'espère va vous intéresser, qui va être la gestion des dettes. Bref, les biens de consommation, la consommation en particulier, les voitures, bref, tout ça, on va voir, ça ensemble aujourd'hui. Puis, si vous n'avez pas de dette, bah, c'est super bien. On s'est souvent dit, ne pas avoir de dette, c'est un peu un signe de richesse. Donc on va un peu explorer ça, durant cet épisode et puis, si vous avez des gens parmi, votre entourage qui ont des problèmes de dette, qui ont du stress parce que bon, ben, on va pas se le cacher, les dettes, ça cause de l'anxiété. Ça cause du stress, c'est difficile des fois de s'en sortir, donc vous pouvez leur envoyer l'épisode, sans jugement bien entendu. Il y en a qui se mettent dans la dette, par eux-mêmes, on va pas se le cacher, ça aussi c'est vrai. Il y en a vraiment qu'on les voit aller puis que tu te dis: «My gosh, comment tu vas faire, plus tard pour rembourser tout ça?» Et d'autres, ben, c'est malgré eux. Ça peut être à cause d'une séparation, peut-être que c'est votre cas, ça peut être pour cause de maladie, ça peut être aussi parce que vous ne le saviez pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. J'aime cette phrase-là, même si elle peut paraître ridicule, mais c'est vrai que des fois, ben, on ne nous a pas appris. Je veux dire, moi, j'ai appris les finances assez jeune, mais en fait, un peu tard parce que c'est des choses, des principes et des concepts qu'on devrait être, hem, exposés très jeune dans la vie. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je sais qu'ils font maintenant des cours, à l'école pour ça, au secondaire et cetera. Puis on va en parler de tout ça. Donc en gros, bah, moi, je l'ai toujours dit, je m'en suis jamais, caché que, ben, j'ai été, endetté, à une période de ma vie. Dernièrement, j'ai fait un appel avec une dame aussi par rapport à l'endettement, une petite consultation, puis elle me demandait: «Ah, j'ai su que tu as été endetté, c'était-tu beaucoup?» Puis moi, c'était environ 15 000, donc c'était pas énorme. Par contre, c'était au début vingtaine, donc pour moi 15 000 c'était beaucoup parce qu'en plus, je ne touchais pas de salaire à ce moment-là. Je vous l'avais expliqué, c'est-à-dire que j'étais rentré pour une business, une start-up, où le propriétaire m'avait promis des parts, puis tu vas voir, ça va aller et moi je me disais: «Ah my gosh, OK, c'est l'opportunité de ma vie pour m'en sortir». Puis j'étais bon dans ce que je faisais, donc je me suis donné corps et âme, où je dépensais même mon argent pour que la business roule. Donc des fois, lui, le patron, le propriétaire s'absentait et moi, bah, je devais des fois gérer des commandes et cetera. Donc vu que je n'avais pas, d'argent, bah, je prenais sur ma carte de crédit pour payer les commandes de, ce qu'on avait comme, boutique à l'époque et que ces commandes-là, bah, après je pouvais les revendre, mais l'argent est dans ses poches et lui ne me payait pas et il m'a fait miroiter ça pendant plusieurs mois et ben, malheureusement, je me suis retrouvé très endetté. Je l'ai raconté également, je suis allé, un samedi, hein, je me souviens, c'était un samedi, voir, une femme à la banque pour baisser mon taux de carte de crédit. J'étais à 19 et quelques et c'est pas facile, hein, quand tu es un homme ou une femme, peu importe. On Je sais plus si on a encore le droit de dire, les termes hommes et femmes en 2023, mais je le dis pareil, OK? Je vais rester, authentique avec vous comme je l'ai toujours été et je me suis assis à la banque avec une madame qui me disait, il était à peu près 11 heures. Là, puis elle m'a dit: «Ah, vous êtes mon dernier rendez-vous de la semaine, je m'en vais à un party». Donc elle, quand on est arrivé, elle était déjà en week-end. Puis quand je lui ai expliqué ce que je vivais, puis que je n'arrivais plus à rembourser les intérêts sur ma carte de crédit, bah, elle, ce qu'elle a fait dans le fond, on a économisé, je pense 6 ou 8 $. C'est-à-dire qu'elle nous a enlevé les frais. Au lieu de payer 36 par mois de frais de compte, on en a payé 30. Donc on a sauvé 6 $. C'est mieux que rien, vous allez me dire, mais c'est pas ça qui nous a aidés. Elle ne m'a jamais parlé de, par exemple, de regroupement de dettes, de consolider les dettes, de racheter mes dettes avec la banque, ils peuvent faire ça. Il y avait plein de choses qu'elle aurait pu nous proposer comme une marge de crédit, mais elle était pas du tout dans un mode écoute. Puis ça fait partie du jeu. Il y en a des bons, il y en a des moins bons dans les conseillers, puis dans les gens qui travaillent dans les banques. Ça fait partie de la game. C'était à moi de savoir, un peu comme quand tu te fais arrêter, par un policier au volant de ton véhicule et qui te donne une amende, puis que tu dis: «Ah mais je le savais pas». Bah, on est censé connaître la loi. Bah, je pense que c'était moi aussi avoir fait mes devoirs par rapport à ça. Donc en gros, il y a une chose quand on parle des dettes, c'est que, faut le voir, c'est-à-dire que vous devez savoir que vous avez des dettes.
La majorité des gens qui je faisais mes recherches là ce matin, j'ai passé un bon temps à faire ça. Bah, on est dans une société de consommation, c'est fou là, en dépenses, c'est 745 milliards qui sont dépensés à chaque année en marketing. Donc, dis-toi là en gros qu'il y a 745 milliards qui sont dépensés pour te faire acheter des choses. That's it, plain and simple, c'est ça. Donc ça prend une énorme discipline pour pas dépenser. Moi j'adore les voitures. J'ai acheté une BMW l'année passée au mois de mai. Ben là, je suis en train de me regarder pour une autre. Puis là, j'étais comme puis là, on m'a envoyé le prix, puis c'est quasiment le double de la BM que je suis actuellement. C'est des paiements, écoutez, il me l'a envoyé, je pense c'est 2 800 par mois, puis j'étais comme: «Oh, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dedans?» Et même moi qui vous casse la tête avec, les économies, avec, l'investissement, je me dis: «Ce 2 800 là, je pourrais très bien le mettre en investissement ou le mettre en paiement sur ma maison». Est-ce que la différence de prix de la BM que j'ai versus la BM que je pourrais potentiellement avoir, est-ce que ça va me rendre beaucoup plus heureux? La réponse, c'est non. Puis dans un je veux dire un désir d'être franc, d'être transparent avec vous. On se parle souvent avec les gens où on doit, faire comme si on est heureux. C'est sûr, je vous vends un produit, bah, je peux pas être avec un décor en arrière de moi dégueulasse. On m'a dit la fois passée: «Hey, tu sais quoi? Tu devrais mettre ton micro, même s'il marche pas», il marche le micro, mais tu devrais mettre le micro visible, comme ça les gens feraient comme: «Ah nice, il y a un beau setup». Et on est dans cette société de consommation, cette société de paraître où moi j'y suis aussi dedans. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, la vie Instagram, tout le monde le fait. Quand vous postez une photo sur votre Instagram ou votre Facebook ou peu importe, bah, c'est une photo qui est habituellement belle. C'est une photo qui va donner envie à certaines personnes, vous exposer votre vie. Donc pareil, il y a pas de jugement, mais le fait de consommer quelque chose, d'acheter quelque chose, d'aller au resto, ça donne des shots de dopamine incroyables. Le fait de commander sur Amazon, de recevoir, de prendre le paiement en accéléré pour l'avoir plus vite, on le vit tous et c'est normal. On a été conditionnés à vivre ça et certaines personnes le vivent plus fortes que nous, d'autres moins fortes que nous et donc il y en a qui vont se mettre dans des dettes, il y en a qui vont se mettre à dépenser, en fermant les yeux. Il y a des petites fausses croyances que j'avais notées et je vous parlais de la BM, hein, tantôt et c'est fou comme moi-même, je me disais: «Ah, une fois quand j'étais plus jeune», ça a toujours été mon auto de rêve: «Quand je vais avoir ma BM là, tous mes soucis vont s'effacer. J'aurai plus aucun problème, quelqu'un va me faire une réflexion ou peu importe, c'est correct, je vais avoir le logo BM, je vais dire: "Ah, j'ai réussi" et finalement pas du tout. Ça a peut-être duré, 2 jours le sentiment de: «Oh, je suis big dans ma BM». Et j'aime les autos par contre, donc si je l'ai pas acheté pour le regard des autres, mais j'aime ça, ça fait depuis que je suis gamin que j'en voulais une. Il y en a d'autres, ça va être les vêtements. Ah, si je m'achète tel type de vêtements, que j'ai la sacoche, ceci, les souliers de marque, là, je vais être rendu quelqu'un. Il y en a d'autres, ça va être la maison. Si je m'achète ceci, bref. Puis il y a des croyances, hein, qui sont bien ancrées dans notre culture. Vous avez tous et chacun, vous avez entendu: «L'argent ne fait pas le bonheur». Il y en a d'autres qui ont rajouté: «Mais il y contribue». Il y en a d'autres qui vont vous dire: «Ah mais j'ai jamais vu quelqu'un pleurer sur un Sea-Doo ou sur un jet ski» ou peu importe. Donc il y a c'est ce genre de fausses croyances-là, ce genre un peu de dictons qu'on a en regard, en rapport avec l'argent qui sont intéressants. C'est vrai que l'argent va t'aider, c'est un outil pour peut-être avoir une meilleure santé parce que tu vas pouvoir manger mieux, faire des meilleurs choix, travailler dans moins de pénibilité. Il disait que un pompier, par exemple, une statistique intéressante, un pompier a une moyenne de vie de 7 ans, en dessous de la moyenne, tout simplement parce qu'il respire des gaz et que les combinaisons, oui, ils filtrent, les masques, mais ça filtre pas tout. Bref, donc il y en a une croyance qu'on parle souvent chez nous, c'est: «Faut être riche pour investir». On le sait que c'est pas vrai. Je veux dire, tout le monde maintenant, si vous écoutez le podcast, oh my God, ça sonne de partout. Si vous écoutez le podcast, vous savez que c'est pas vrai qu'il faut être riche pour investir, pas du tout. Il y a une autre croyance aussi qui est pas du tout en lien, mais c'est juste pour vous faire réaliser à quel point des fois on s'est fait dire des choses et on a cru que ça allait être, heu, vraiment, révélateur pour nous, mais faut l'expérimenter. C'est un peu ça que je voulais vous dire tantôt avec la BM, c'est que faut l'expérimenter. Je sais que là vous me dites: «Oh, petit riche» ou whatever, le gars de droite, avec son accent français, voilà. Je comprends qu'il y en a qui ont un jugement, puis ça c'est bien correct. Puis que quelqu'un me dira: «Ah ouais, toi avec ta BM et moi si j'en avais une, moi ce serait ça ma vie. Ah moi je suis encore en appartement, si j'avais une maison, ça ce serait vraiment une grosse réussite». Puis je le comprends. Il y a aussi une croyance que je disais qui a pas rapport, mais si mon couple va mal, admettons quelqu'un vous dit ça là: «Hey ton couple va mal». Mettons tu écoutes ça, tu es une femme, tu es un gars, vous avez des enfants, vous êtes en couple depuis longtemps, puis quelqu'un dit: «Hey moi ça va pas dans mon couple», mettons ton petit frère.
ou whatever, ça va mal dans mon couple, ils ont pas d'enfant, je pense que je vais faire un enfant avec ma femme, puis là, ça va aller mieux. On le sait que c'est pas vrai, on le sait que c'est une fausse croyance. Il y en a d'autres, quand on était plus jeune, si je me mets à prendre de la drogue, je vais être dans les cool kids de l'école. Là, une fois, si je fais ça, là, si je me mets à fumer la cigarette, là, je vais être cool aux yeux du monde. Bah, pas vraiment. Et puis, je vous disais tantôt, si j'ai le bateau, je vais être heureux. Si j'ai l'auto de l'année, je vais être plus heureux. Puis, combien d'entre nous ont cru ce genre de choses qui est complètement faux, mais il faut l'expérimenter. Moi, je fais beaucoup de bisous à ma fille Olivia. Depuis qu'elle est toute petite, je lui fais des petits bisous sur la bouche, des petits bisous sur la bouche. Puis mon petit frère me disait: «Arc, c'est dégueulasse» et cetera. Puis maintenant qu'il y a des enfants, il me dit: «Ah bah, c'est vrai, je lui fais des petits becs sur la bouche». Donc des fois, bah, ça dépend un petit peu. Quand on a expérimenté, ça change tout. Au niveau des dettes, Hem, moi, j'en ai connu, je l'ai déjà dit, un de mes collègues, à l'époque, c'était pas un gars qui était bête, là, il y avait une maîtrise, c'était comme un gars qui était éduqué au niveau donc de l'école, c'était quelqu'un qui avait une bonne job et il savait pas combien il y avait sur sa carte et il disait: «Je sors ma carte de débit, puis quand je la tape sur le petit truc, je me dis: "Je croise les doigts, genre, est-ce que ça va passer?"» Il ne le savait pas. Il savait pas du tout combien il y avait dans son compte et si ça allait passer ou non. Et je trouve ça fou, parce qu'il y en a que c'est la même chose avec leur santé. «Ah, j'ai une grosse bosse dans le cou, ça fait 3 ans, ça grossit, mais j'ai pas envie de savoir ce que c'est, donc je vais pas chez le médecin». OK, c'est cool, mais factuellement, tu as une bosse dans le cou qui grossit, puis ça peut être quelque chose de grave. Ça reste que ça empire et la dette, c'est la même chose. Les dettes, faut que vous sachiez ça, c'est qu'elles ne sont pas toutes égales. Je veux dire, avoir une dette d'études de 20 000 $, c'est pas pareil qu'une dette de 20 000 parce que vous êtes allé faire de la chirurgie esthétique pour refaire, votre poitrine. On est d'accord, là, il y a une certaine dichotomie entre les 2. Par contre, quand vous êtes endetté, ben faut prendre un peu le taureau par les cornes, faire un reality check et de se dire: «OK, je prends les choses en main». Si vous ne prenez pas les choses en main, il y a personne d'autre qui va le prendre pour vous. Par contre, il y a d'autres personnes qui peuvent en pâtir à cause de ça. Il y a des gens proches de vous, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre conjoint, conjointe, vos enfants qui peuvent voir cette situation-là et peut-être que eux, ça leur crée de l'anxiété et je comprends que pour vous aussi qui êtes endetté, ça peut vous causer de l'anxiété. Si votre frère, votre sœur est endetté, puis qu'un jour où vos parents sont très endettés, puis que c'est à vous de ramasser les pots cassés, ou vos enfants sont très endettés, c'est pas le fun non plus. Donc, c'est la personne, je pense que si vous connaissez une personne dans votre entourage, c'est important de lui faire réaliser des choses, mais à un moment donné, si ça vient pas d'elle, tu sais, on dit: «Aide-toi et le ciel t'aidera», bah, c'est un petit peu ça. Si toi, tu ne veux pas t'aider, ça va être compliqué. Les chiffres à connaître, je vais vous en donner quelques-uns qui sont importants là, avant de rentrer dans toute ce processus-là de gestion des dettes. On peut les mettre d'une façon mensuelle, puis annuelle qui va nous amener certains calculs. Donc avant de faire ça, je ne suis pas un syndic de faillite, je ne suis pas, agréé parce qu'il y a des personnes qui sont agréées là-dedans, qui vont pouvoir vous faire des plans et cetera. Donc moi, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous donner quelques idées en l'ayant vécu. Moi, ce que grâce, dans le fond, moi, c'était avec la TD, donc la MBNA. J'ai eu une carte de crédit à l'époque, donc je vous parle de ça, ça fait des années, ça n'existe plus maintenant, mais c'était un transfert de solde, à 0 qui était valide pour, je pense, c'était quelques mois, 6 mois ou 1 an et ça m'a permis donc d'avoir, je pense que j'ai pris 10 000 $ si ma mémoire est bonne et ce 10 000 là, je l'ai tout de suite mis pour clairer une partie des dettes. Donc ça a vraiment descendu mes taux d'intérêt et le 10 000 que j'ai pris de la MBNA, donc ils m'ont prêté de l'argent à 0, le but, c'est de le rembourser. Donc il y a un certain calcul à faire de se dire: «Bon, ben, combien je suis capable de payer?» Le deal qu'ils vont me faire maintenant, je pense que la MBNA ont des taux à 2,99. Bref, il y a des choses qui sont faisables pour économiser, au niveau des taux d'intérêt et de rembourser plus rapidement. Mais avant de rentrer là-dedans, moi, c'était le transfert de solde via une carte qui m'a sauvé, mais c'est parce que j'avais la discipline. Puis là, je me suis dit: «Je traque les choses, vraiment au dollar près, à la scène près pour rembourser rapidement». Avant de penser à la faillite, donc la faillite, c'est quoi? C'est que, ben, vous tout simplement, ça efface les dettes. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas prendre comme les régimes, les REER, par exemple, ils ne peuvent pas toucher à ça. Mais en gros, la faillite, c'est pas une solution facile, c'est pas la pilule magique de se dire: «Ah bah, regarde, comme les pilules à l'époque de perte de poids, j'achète ça, c'est ça, j'achète la pilule de perte de poids, that's it, j'ai un corps de rêve, puis, jusqu'à mes 70 ans». Non, la faillite, c'est pareil. Une faillite, c'est une chose, il y en a qui en ont déjà fait, mais
Il y a aussi ça affecte beaucoup d'autres choses dans votre entourage. Par exemple, dites-vous, je sais pas, vous avez un cosignataire, votre parent a décidé de signer avec vous sur votre voiture, vous faites faillite, ben, si lui est cosignataire, ils vont d'abord aller le voir lui pour qu'il paye. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent affecter, c'est pas juste vous là-dedans. Donc ensuite, après avoir fait une faillite, ben, votre crédit va être affecté pendant des années. Ça va être plus difficile d'obtenir un prêt. Certains emplois, moi à l'époque, je travaillais chez Randstad en finance comptabilité, on recrutait des comptables, des analystes financiers et on faisait des enquêtes de crédit. Si vous aviez un mauvais crédit, bah, il y a des employeurs qui ne voulaient pas de vous. Vous allez me dire: «Ah, c'est ridicule», mais à un moment donné, ils se disaient: «On embauche des comptables, je veux qu'ils sachent gérer leur argent» et il y a d'autres postes comme ça clés que vous avez besoin d'une enquête de crédit avec un score de crédit qui est correct pour pouvoir, être embauché. Donc, il y a ça aussi. Donc avant de penser à la faillite là, il y a aussi la proposition de consommateur qui est juste avant de, bah, de avant la proposition de consommateur, c'est juste, on dirait, avant la faillite. Donc là, c'est que, en gros, une proposition de consommateur, là aussi, c'est avec une personne qui va être vraiment agrémentée, agréée pour faire des propositions à vos créanciers. Des créanciers, c'est quoi? C'est des gens à qui vous devez de l'argent. Donc, je ne sais pas, sur votre carte de crédit, donc à votre banque, à votre prêteur pour l'automobile, ce genre de personnes-là. Ben, la personne qui va s'occuper de votre proposition de consommateur, ben, lui, elle va aller les voir et elle va leur faire une proposition. Écoute, on va prendre un nom au hasard, Stéphane. Stéphane doit 50 000 de ton véhicule. Par contre, c'est un exemple bidon, hein, que je donne, on va te rembourser, nous, 26 000. Faut habituellement, une proposition de consommateur doit être toujours 50 et plus du montant. Donc soit on te rembourse 26 000 sur 50 000, ou soit, ben, tu ne revois plus jamais ton argent parce qu'on fait faillite. Et là, s'il y a beaucoup, donc les créanciers acceptent, ben là, on part en une proposition de consommateur où, bah, vous allez devoir rembourser les dettes, vous allez devoir, on va dire, faire un peu de discipline sur vos choix, sur vos dépenses. Vous allez devoir payer moins que ce que vous deviez payer habituellement, mais quand même. Au niveau des statistiques, je disais ça tantôt, la liste, le niveau d'endettement des ménages, canadiens au Québec, ça a augmenté, hein, vraiment drastiquement au cours des dernières années. Donc là, on parlait d'à peu près 160 de la dette des ménages. Donc c'est-à-dire que, les ménages dépensent, au lieu de dépenser 1 dollar pour ce qu'ils gagnent, ils en dépensent 1,60. Donc ça s'accumule et c'est exponentiel. Au niveau des cartes de crédit, donc ça aussi, est-ce que vous savez ces chiffres-là? Combien c'est quoi le solde de votre carte de crédit? Bon, chez les 18-34, les cartes de crédit au Québec sont à environ 3 700-4 000 $. Donc, carte de crédit, le solde est 3 700. Là aussi, vous allez payer des intérêts, souvent à 19-20. Chez les 25-35, la dette de consommation, donc ça, on exclut l'hypothèque et on exclut les prêts étudiants. Donc, dette de consommation, c'est la voiture, les cartes de crédit, ce genre de trucs-là, la marge de crédit. On parle donc des 25-35 à 20 000 $ de dette. Donc, est-ce que c'est juste un véhicule? Et ça, c'est par personne. Donc, par ménage, on parle de 40 000 $, vu que c'est le double. Au niveau de la dette des hypothécaires des 25-35, là, on parle d'environ 500 000 $. Donc, oui, on est en 2023, ça a augmenté. Maintenant, les maisons, bah, il y a plus grand-chose. Je veux dire, je ne sais pas si vous recherchez des maisons actuellement ou si vous avez acheté, rapidement, mais on voit que la dette la dette, je dirais, les hypothèques, le prix des maisons est quand même incroyablement haut. Je veux dire, c'est fou, là, moi, pour avoir acheté au mois d'octobre, c'est incroyable quand même les maisons, il y avait pas grand-chose. Je me disais: «On va quitter la nôtre pour payer une maison à 900, enfin 800 000, 900 000, 1 000 000». J'ai comme mon ancienne maison, je l'avais achetée 229 000 en 2014, je crois. Je me disais: «C'est pas vrai que je vais acheter une maison», je savais pas encore à combien on allait la vendre notre maison qu'on avait achetée 229 000. Mais je me disais: «Je peux pas avoir une maison à 900 000». On avait été visiter une maison, je pense, à 800-900 000 à Audubon Park, sur la rive sud de Montréal, et je me disais: «Cette maison-là, il manquait une pièce pour faire mon bureau», alors qu'à mon ancienne maison, j'avais une super belle pièce pour mon bureau. Donc je me dis: «Ça a pas de sens de payer une maison le triple pour qu'il manque encore des choses». Normalement, à 900 000, pour moi, une maison, tu as tout dedans. Donc bref, hem, 500 000 pour les 25-35 au niveau hypothèque. Pour les prêts étudiants, quelqu'un qui a fait des études collégiales, la moyenne des prêts étudiants sont de 17 500. Pour ceux qui sont à l'université, on parle de 28 000 $. Maintenant que vous avez des dettes et que vous me dites, ou que vous avez une personne dans votre entourage qui a des dettes et que vous aimeriez l'aider, ben,
Malheureusement, on va dire ça comme ça, faut crever l'abcès, faut s'asseoir, faut prendre du temps, faut arrêter de fermer les yeux, de faire l'autruche et de faire un breakdown de toutes les dettes que nous avons. Donc, prenez ça en note. J'ai même un fichier que je pourrais vous envoyer, hem, totalement gratuitement, là, ça me fait plaisir. C'est donc première chose, faites-vous une colonne, un petit tableau Excel, un petit tableau à la main si vous voulez. C'est un peu plus compliqué parce que, bah, va falloir calculer à la main alors qu'avec Excel, c'est plus facile. Mais en gros, mettez chaque dette que vous avez. La voiture, la carte de crédit, un prêt personnel pour whatever, un prêt étudiant, ma marge de crédit, un remboursement de je sais pas trop quoi, une dette que vous avez quelque part, autre que votre banque ou autre qu'une institution. Mettez-les au complet. Donc, la nature de la dette, donc je disais voiture, carte de crédit et ensuite le montant. Calculez le tout et là, ça va vous donner le montant, je dirais le chiffre, bah, la lettre A qui est le montant total de vos dettes et là, notez-vous-le. Mes dettes sont de 46 000, on va dire chiffre rond, j'ai 50 000 de dettes. Notez-vous ça quelque part, faut que vous le sachiez. Est-ce que c'est grave? Bah, ça dépend de votre niveau de vie. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Bah, si vous faites 300 000 par année et que vous avez 50 000 de dettes, c'est correct, sauf si vous avez un niveau de vie beaucoup trop intense. Si par contre vous avez 50 000 de dettes, mais vous faites, 30 000 par année, puis que vous n'augmentez pas, puis que vous avez encore des paiements, puis que vous consommez à fond, ça va être compliqué. Ensuite, je veux que vous payiez, non, je veux oui, mais non, je veux que vous calculiez, bah, mensuellement, combien je paye pour chaque dette? Donc, par exemple, bah, ma voiture me coûte, je sais pas, 400 par mois. Mon prêt étudiant, je dois rembourser 200 par mois et mettez un montant de combien vous êtes capable, en fait, combien vous payez chaque mois de dette. Ah, bah, je suis capable de mettre le minimum sur ma Mastercard, donc je mets, 150 par mois sur ma Mastercard, puis je mets 50 sur ma Visa. Et ça va vous donner le montant, donc le chiffre B, c'est-à-dire le montant mensuel que vous payez sur vos dettes. OK? S'il vous plaît, ne mettez pas l'hypothèque là-dedans, OK? Si vous avez une hypothèque de maison, c'est que ça reste relativement une bonne dette là, OK? C'est bien correct, donc ne l'incluez pas là-dedans, mettez vraiment vos dettes de consommation, études et cetera, excluant l'hypothèque. Si vous avez une business aussi, puis que vous avez une dette sur la business, normalement, elle peut être à votre nom personnel si vous venez de l'acheter, si vous avez fait du reprenariat et cetera, mais ça non plus, ne le mettez pas, tout de suite. Vous pouvez faire 2 calculs, un avec cette dette-là, un sans l'autre dette, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment tout ce qui est les marges de crédit, les prêts personnels, les prêts étudiants, les voitures, ce genre de choses-là. Donc ce genre de dettes-là. Ensuite, sortez votre calculatrice et dites-vous: «Bon, bah, OK, mettons, j'ai 50 000 de dette et je suis capable de mettre par mois, je sais pas, je mets, 1 000 par mois dans mes dettes». OK, donc vous faites juste un 50 000 et vous le divisez par ce que vous mettez mensuellement, ça donne 1 000 divisé par 50, là, c'était assez facile, dans le fond, excusez-moi, 50 000 divisé par 1 000, donc j'ai 50 000 de dette, je le divise par le montant que je mets par mois de mes dettes, donc ça me donne 50 mois. Donc ça va me prendre 50 mois pour rembourser toutes mes dettes, à la vitesse que je vais actuellement. OK? Donc c'est un calcul grosso modo, c'est pas un calcul exact. Donc en gros, ça me prendrait 4 ans et quelques là, parce que 50 mois donne à peu près 4 ans. Ça me prendrait 4 ans pour rembourser mes dettes à ce rythme-là. OK? Donc là, c'est quand même correct. Je veux dire, si vous dites: «Bon, bah, maintenant, à partir de maintenant, là, j'ai 4 ans pour rembourser mes dettes au même rythme que je vais». Donc faites attention quand même, mais j'ai 4 ans de, douleur où je vais devoir rembourser. Puis là, vous pouvez vous mettre des alarmes à chaque mois. Bah, vous retour le premier du mois, vous retournez dans votre fichier, puis, bah, vous mettez à jour les notes. Donc: «Ah, bah, finalement, ma Mastercard, elle était à 1 900, elle est rendue à 1 600». Et là, vous allez voir encore votre solde total et bah, vous allez voir combien les paiements que vous faites. Puis là, c'est intéressant parce que vous continuez au même rythme. Il y a plusieurs méthodes pour rembourser les dettes et là, ça dépend un petit peu de vous. Donc, il y a la méthode la plus commune qui est la méthode de boule de neige, la méthode snowball. C'est qu'on va aller chercher les plus petites dettes et on va les rembourser jusqu'à la plus grosse. Pourquoi les gens font ça? Bah, c'est que mentalement parlant, les gens se sentent bien en faisant ce genre de move-là
parce qu'en remboursant les dettes les plus petites, bah, on a l'impression que ça va vite. On en élimine. Donc là, c'est comme: «Ah cool», puis une fois que vous prenez l'habitude, et bien après la plus grosse, c'est comme le boss de la fin dans les jeux vidéo. Vous êtes comme: «Ah OK, ah, là j'y vais», mais là vous êtes habitué. Par contre, c'est correct, mais c'est pas forcément optimal puisque si vous remboursez les plus petites, il y en a peut-être des plus grosses qui ont un très gros taux d'intérêt. Alors que normalement, bah, si vous voulez être vraiment optimal, on est censé rembourser, bah, les taux qui sont élevés parce que c'est là où est-ce qu'on va payer le plus d'argent. Donc, c'est un petit calcul à faire, mais peu importe, le but c'est d'être dans, hem, dans une démarche de clairer les dettes. Donc on est rendu là, choisissez votre méthode. Là, vous devriez vous dire: «OK, ce soir, je vais faire ça, je vais m'asseoir, je vais regarder toutes mes dettes. Qu'est-ce qui passe dans mon compte? Ah, j'avais pas pensé, mais je paye encore pour ce truc-là de v'là 2 ans que j'ai toujours pas payé. Il me reste un petit 500 à payer». Mettez-les. Ayez vraiment une vision, claire, nette et précise de vos finances. Une fois que vous dites: «OK, j'ai remboursé, je suis prêt», mais vous voulez faire la petite étape supérieure. Vous dites: «Non, non, c'est bien là, je suis cap à date, je mets, whatever, 500 par mois sur mes dettes, donc c'est ça qui paye mon prêt personnel, ma marge de crédit et cetera. Mais moi là, Simon, je veux faire le poste supplémentaire, je peux aller encore plus loin». Bon, moi, c'est ce que j'ai fait, puis ça marche super bien. Vous allez faire des colonnes. Donc, prenez un temps, vous séparez en plusieurs colonnes et vous allez prendre votre mois de janvier, février, mars, donc vos 3 derniers mois. Si vous l'écoutez en avril, bah, c'est janvier, février, mars. Si vous l'écoutez plus tard, eh bien, faites vos 3 derniers mois. Et là, je le sais pertinemment que quand vous faites ça avec votre chum et votre blonde ou vous-même, vous dites: «Ouais, mais c'est normal que j'ai plus dépensé en janvier parce que, bah, janvier, tu te souviens, la voiture, elle avait un problème puis on a dû la changer». «Ah, c'est vrai, OK». Ouais, puis en février, c'est normal puisqu'en février, bah, c'était la Saint-Valentin, puis en plus, c'était ta fête, donc bah, j'ai dépensé un peu plus. Ah, puis en mars, ouais, mais je le sais, mais en mars, il fallait changer les pneus d'hiver, ça a coûté, des enfin, pour les mettre les pneus d'été, ça a coûté 500 pièces. Ah, c'est vrai. Puis en avril, c'est d'autres choses. En avril, c'était le party qu'on avait, le party familial qu'on n'a pas le choix d'y aller, plus la cabane à sucre et cetera. En mai, bah, mais en mai, on a dû ouvrir la piscine. Puis là, je ne vous ferai pas ça tout le long, mais c'est une conversation que j'ai eue moi-même avec ma blonde à l'époque, où on se disait: «Ah, en octobre, bah, c'était la fête à ma sœur, puis c'est la fête à sa sœur, puis c'est le Halloween où on a acheté des trucs. En novembre, c'était le Black Friday, je me suis acheté une télé. En décembre, c'est ma fête, c'est Noël». Donc il y a tout le temps quelque chose à chaque mois. Il faut juste le prévoir tout simplement. Donc faites-le sous forme de jeu, en fait. Donc vous allez catégoriser vos dépenses en colonnes. Donc pour le mois de janvier, là, vous sortez votre rapport de votre compte donc bancaire avec votre carte de crédit, puis vous prenez toutes les dépenses, puis vous allez les retranscrire. Donc première dépense, c'est l'épicerie. Mais là, avant de le faire, avant de commencer pour janvier votre épicerie, donc tout ce que vous avez dépensé à l'épicerie, ben, vous allez vous allez, un peu parier avec vous-même si vous êtes seul, avec, vos amis si vous voulez le faire à plusieurs. Ça peut être le fun aussi d'avoir des gens où est-ce que vous avez une certaine redevabilité, où vous allez dire: «Moi, je pense qu'en janvier, j'ai dépensé 600 pour le mois à l'épicerie». Puis là, vous mettez vos dépenses, puis là, vous voyez que ça s'accumule. «Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé, on s'est fait une soirée, je me suis acheté, 2 bouteilles de vin, plus ceci, plus cela. Ah, c'est vrai, on avait fait un gros souper». Et là, finalement, c'est plus 600 c'est genre, 950. Donc première colonne, épicerie. Là, je vous les scinde, là, c'est ultra condensé. Vous pourriez avoir plein de colonnes. Je pense que mon beau-frère en a genre 18. Des fois, c'est too much, puis on se perd là-dedans. Donc moi, je les ai condensés en ce que je trouve, avec l'expérience, qui était, facile et réalisable. La deuxième colonne, c'est les restos et là, je sais que je vous ai eu j'ai mis dernièrement une story sur la page Instagram. Si vous y êtes pas, vous pouvez aller la liker, ça s'appelle Live. J'ai mis une story sur la page Instagram où je demandais aux gens: «C'est quoi vos dépenses là que vous savez que c'est pas forcément correct, mais que vous dépensez beaucoup trop?» Et la grosse majorité des gens, c'était les restos, les petits lunchs à emporter qu'on va à gauche, à droite. Écoutez, c'est terrible et dans cette colonne-là, mettez votre Tim Hortons, votre lunch du midi, puis là aussi, donnez-vous un guess. Hey, combien je dépense, quand, je prends pas mon lunch à la job, quand je vais un samedi soir au resto? Puis je dis pas qu'il faut pas le faire, là. Écoutez, comprenez bien que je dis pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir. Moi, j'adore manger. C'est un plaisir que j'ai, mais vous allez pas me faire arrêter de manger. Par contre, est-ce qu'il y a un équilibre à avoir? La réponse est oui. Je pense qu'il y a un bon équilibre en toute chose. Quand nous, on a acheté notre première maison à l'époque, on allait au resto à chaque jour, c'était terrible et quand on s'est dit: «OK, il faut un cash down pour la maison, on va économiser», on a coupé les restos.
Et quand on y est retourné, quelques mois après, on a vraiment coupé les restos solides. Là, on avait une petite, jauge là sur, un thermomètre comme sur le frigo, puis on dessinait pour se rendre. Je pense notre cage on devait avoir 13 000, puis ça nous a pris c'était l'enfer tellement c'était long à l'époque. On n'avait pas des gros salaires, on commençait dans la vie et on a arrêté les restos. Quand on est retourné après ça, ça goûtait meilleur. C'était encore plus le fun parce qu'on avait fait, un des certains sacrifices, puis ça goûte meilleur après ça, on va le dire comme ça. Donc, première colonne, l'épicerie, deuxième colonne, resto, puis là, je vous parle même du Tim Hortons, le café le matin, tout là, c'est vraiment resto, c'est ça, c'est ce qu'on aurait pu préparer à la maison, mais qu'on a décidé d'aller chercher. Troisième colonne, c'est la colonne loisirs, magasinage, les sports, Amazon, les vêtements. Donc, c'est un petit peu tout ce qui est pas forcément utile, mais que vous faites pour votre plaisir. Puis ça, c'est correct, il faut faire du sport, faut faire, c'est de la musique, peu importe, de l'art, de la photographie. Donc, si vous avez une colonne loisirs, il en faut. Ensuite, l'autre colonne, donc on est rendu à la quatrième colonne, bah, c'est les frais fixes. C'est les choses que vous n'avez pas le choix. Les assurances, les taxes, hydro, le loyer, enfin peu importe, des dépenses que bah, j'ai pas le choix, je suis allé changer mes pneus. Moi, j'ai une colonne autre qui est pour mes pneus, les choses comme ça. Mais notez-vous dans une colonne frais fixes les choses que vous n'avez pas le choix. Euh, ou vous pouvez le mettre dans autre aussi. Mettons, je dois changer toutes mes lumières de la maison parce que bah, elles ont toutes brûlé au sous-sol. Bon, ça m'a coûté 150 pièces. Bah, soit je le mets dans frais fixes parce que, bah, c'est de l'entretien de la maison, c'est des réparations de la voiture et cetera, ou mettez-le dans autre pour avoir, un poste de dépenses, des imprévus tout simplement. Et ensuite, moi, j'avais une colonne dépanneur. Donc là, vous allez me dire: «Dépanneur, t'es-tu bizarre?» Moi, mon problème, c'était oui, c'est les restos, mais c'est qu'à chaque fois que je vais au Dep pour aller gazer, je vais aller m'acheter une barre de chocolat, un Kinder Bueno, un Gourou, un Gatorade. Je sais pas pourquoi, mais quand je rentre là-dedans, tout m'est agréable à la vue. J'ai juste envie de dépenser mon argent. Maintenant que cet exercice-là est fait, que vous avez mis vos colonnes et que vous avez mis tout ce que vous avez dépensé et que vous êtes en train de pleurer votre vie pour dire: «Man, je pensais pas que je dépensais autant». Bah, là, vous pouvez dire: «Où est-ce que je peux diminuer maintenant?» Là, on y disait tantôt, je suis capable de mettre 500 par mois sur mes dettes. Où est-ce que je peux couper que au lieu de mettre 500, je peux mettre 600, 700 ou plus? Parce que vous allez voir que là, vous allez identifier chaque dépense et justement, ces dollars-là que vous allez sauver, si vous pouvez les mettre sur les dettes, à combien ça va réduire mon 4 ans et demi que je dois payer? À combien ça peut le réduire si j'en mets 100 de plus par mois? Dans combien de temps je peux vraiment être libre? Puis là, peut-être de commencer à investir plus massivement. On me demande souvent: «Est-ce que c'est bien d'investir ou de clairer les dettes?» Moi, je pense, je l'ai répété plusieurs fois, je pense que c'est important de commencer à investir même un tout petit peu, juste pour vous donner l'habitude, puis que cette petite boule de neige grossisse grâce au rendement, boursier ou peu importe là, mais je pense que c'est quand même important d'investir en remboursant ses dettes. Si vraiment vous êtes à côté puis que vous avez plus d'espace, non, là, je pense que oui, faites au moins un bon montant sur vos dettes, puis une fois que vous commencez à sortir la tête de l'eau, bien là, vous pouvez, commencer à investir. Heu, ensuite pour terminer, une autre chose que vous pouvez faire et que moi j'ai fait également, donc c'est des faits vécus, c'est qu'à chaque jour, je notais les dépenses. Donc je garde mon tableau, donc là on va arriver au mois de mai, bah, ça peut être ça pour le mois de mai. À chaque jour, vous mettez une petite alarme à 9 heures là, le soir par exemple et vous allez noter tout ce que vous avez dépensé dans la journée. Ça là, c'est terrible, c'est killer. Moi, ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein de choses où vous en plus, vous le savez que vous allez devoir le noter dans votre fichier Excel. Donc là, avant d'aller au dépanneur, tu vas mettre ton gaz, puis tu es comme: «Ah, tu sais quoi? Je vais-tu rentrer?» Si vous avez un minimum de discipline, un minimum d'objectifs financiers vers le futur, pour votre retraite, pour, peu importe, bah, là, vous allez vraiment faire certains choix parce que vous allez dire: «Non, c'est pas vrai que je vais dépenser encore pour aller 15 dans, une barre de chocolat, un jus, puis whatever, un paquet de gomme. Hem, ou au resto, ça peut être ça aussi. Ah bah, on va au resto, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller entrée, plat, dessert ou je vais juste manger un bon plat tranquille? Puis il y a une certaine privation qui va devoir se faire quand vous êtes endetté. Bah, dites-vous que c'est le résultat de ce que vous avez fait dans le passé. Donc des fois, ben, on va devoir, travailler un petit peu plus fort, tout comme quelqu'un, qui, je veux dire, je vais parler de poids et de santé, donc quelqu'un qui a mangé je dis pas qu'on est en surpoids parce qu'on a juste trop mangé, pas du tout,
mais quelqu'un qui a pas fait attention à sa santé, qui a jamais fait de sport, puis qui arrive un petit peu avec de l'embonpoint, puis qui doit partir pour, perdre du poids, être à un poids santé, bah, ça va lui prendre plus de temps que quelqu'un qui a fait un peu plus attention toute sa jeunesse, puis qui a continué à faire de la marche, à faire du vélo et cetera. Donc c'est un peu la même chose. Vous avez normalement il y a des bad luck, on l'a dit au début de podcast, mais vous avez dépensé beaucoup, vous avez dépensé sans regarder, vous avez fait des choix. Bien, et à un moment donné, il va falloir se remettre sur le droit chemin et faire certains sacrifices, tout simplement. Tout comme un médecin, il a fait 10 années d'études et plus, il a fait des sacrifices. Bah, maintenant, le mec, il fait un demi-million ou la fille fait un demi-million par année, bah, elle a fait 10 ans de sacrifices que moi, j'aurais pas fait. J'aurais pas fait 10 bah, déjà, je pense que j'avais pas le quotient intellectuel pour le faire, mais bref, c'est une autre histoire. Mais il y en a qui font ça, bah, c'est correct. Donc, c'est à vous aussi de prendre des bons choix. Donc, je vous disais, notez toutes vos dépenses à chaque jour. Faites-le pour un mois, juste pour laisser avec votre conjoint, conjointe ou pareil, un ami. Je vous disais tantôt de la redevabilité, c'est tellement cool de le faire en équipe. Et bien, juste de dire, hey, combien j'ai dépensé ce mois, combien aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ok, je me suis acheté une barre tendre au gym parce que j'avais faim, puis j'avais pas prévu un lunch. Je suis allé au bureau, man, j'avais pas pris de lunch non plus, donc je me suis acheté un lunch. Le lendemain, bon, bah, faut que j'aille mettre du gaz, OK, j'ai dépensé ça. Donc là, vous allez mettre strictement toutes vos dépenses à chaque jour. Tout l'argent qui passe, vous allez le mettre et ça va vous donner un bon, réflexe dans le sens que vous allez vraiment comprendre où va votre argent, où va chaque dollar. Chaque dollar doit être alloué à un poste de dépense, il va où? Et ça, moi, personnellement, ça a changé ma vie, puis c'est grâce à ça que je suis rendu où est-ce que je suis maintenant, puis je suis très content de l'avoir fait. C'était quelques mois de moi, j'ai toujours pris ça pour un jeu, donc ça aide, mais c'était quelques mois peut-être de sacrifice, qu'on va dire, mais qui m'ont aidé énormément. Et ensuite, bah, c'est grâce à ça de retranscrire ses dépenses pour avoir un budget mensuel. Donc c'est intéressant, de ensuite le mettre, je pourrais vous l'envoyer, hein, je l'ai dans le fichier, c'est-à-dire, bon, bah, combien je paye par mois d'hypothèque, assurance, hydro, mon prêt étudiant, mon prêt auto et de voir, bon, ben, je dépense par mois, nous là, l'exemple que j'ai dans mon fichier, qui est un fichier fictif que j'avais créé, c'est Stéphane et Sarah, ils gagnent 52 000 et 60 000, ils ont des aides gouvernementales. Donc en net, pas en brut là, mais en net, ils ont dans leur compte qui tombe à chaque mois 7 101 $. Par contre, avec toutes leurs dépenses, ils en dépensent 5 225. Donc leur total restant est de 1 876 $. Donc ce 1 876 $, ben, pourrait aller pour clairer les dettes rapidement ou payer, investir ou peu importe. Ce qui est intéressant à partir de là, c'est que ceux qui veulent aller plus loin, vous pourriez vous dire: «Combien j'aurais besoin pour ma retraite?» Là, c'est un autre sujet complet, mais j'aime penser à ce chiffre-là. Donc on dit normalement la retraite, tu devrais planifier pour 25 fois les dépenses, qui est donc la règle du 4. Donc il y en a plein qui sont dans le mouvement FIRE, qui l'ont identifié. On a fait un épisode sur le mouvement FIRE, je vais essayer de le retrouver pour le mettre dans les notes de l'épisode. Le mouvement FIRE, bah, il s'inspire de donc, c'est la retraite précoce, hein, indépendance financière et retraite précoce et ce qui est intéressant, c'est bon, ben, je sais que je dépense donc une famille en moyenne, elle dépense, 65 000 $. Une famille de 2 adultes, 2 enfants dépense en moyenne 65 000 $ par année. Bon, ben, je le sais, je regarde mon budget là, il y a, je vais voir si je peux vous partager mon écran, ça pourrait être intéressant. On va regarder ça ici. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, mon écran est censé être partagé, I guess. Et ce qu'on peut voir donc sur cet écran, ça c'est le premier que je vous ai parlé. Donc ça, c'était toutes les dettes qu'on met avec le montant, le taux d'intérêt, quand est-ce que mon paiement passe, la fréquence. Donc la date de mise à jour, c'est quand est-ce que la dernière fois que j'ai mis mon montant, c'est quoi le montant qui passe, c'est quand la fin de mes paiements, qu'est-ce que je paye comme capital, qu'est-ce que je paye comme intérêt et mes priorités. Je vous l'ai dit, le grand A, c'est le solde total des dettes, le B, c'est le total des paiements que je paye mensuellement donc qui est ça ici. Donc 50 $ sur ma Mastercard, 50 $ sur ma marge de crédit et cetera et cetera. Ensuite, je vous ai parlé du budget que vous voyez aussi à l'écran. Donc si vous êtes sur, YouTube, c'est génial. Vous le voyez, les colonnes que moi j'avais à l'époque. Donc ça, c'est un truc fictif et quand vous avez retranscrit toutes vos dépenses et vous voyez, je mets mon Netflix là dans votre budget de où est-ce que va mon argent à chaque mois, ça devrait être ultra clean. J'ai du Spotify, j'ai des restos, j'avais même
une ligne qui était autres dépenses. Donc ça, c'est des dépenses imprévues ou un resto supplémentaire ou, whatever, peu importe, mettez vraiment un truc qui est ultra précis. Combien je paye d'hypothèque? Combien je paye d'hydro? C'est quoi mes taxes municipales? Vous pouvez mettre le gros montant et le diviser par 12 pour que ça vous revienne sur une base mensuelle. C'est quoi le combien je paye mes assurances? Puis encore plus avancé, est-ce que je peux diminuer ça? Est-ce que je peux appeler mes assurances, leur dire: «Hey, c'est trop cher. Est-ce que je peux diminuer un Netflix?» Là, on est rendu avec Prime. C'est ça qui est drôle, je fais une parenthèse, mais on est rendu avec Prime, Crave, on a quoi? Netflix, Disney, puis on dirait que les gens savent même plus quoi regarder de toute façon. Donc est-ce qu'il y a des dépenses que je peux enlever, des assurances vie, l'épicerie, le gaz, bref, tout ça? Et dites-vous: «Bon, ben, OK, maintenant, je sais que je dépense en moyenne», donc avec ma famille, je dépense 5 225, par année, enfin par mois. 5 225 par mois me donne un total de 62 700 par année. Là, on s'entend que bah, là, il y a toutes les dépenses. Vous voyez, j'avais mis dans le budget, dans toutes les dépenses mensuelles, j'avais également mis une dépense de, REE pour mon enfant de 208 et 33. J'avais mis la garderie. Mais on s'entend que techniquement parlant, je dépense 62 000 par année. Si je fais donc 62 000 fois 25, ça me dirait qu'il faudrait que j'ai 1,5 million, donc avec mon conjoint, conjointe, pour prendre ma retraite. Mais c'est pas exactement ça, 25 fois les dépenses, puisque tu te dis: «OK, j'ai 1,5 million, d'accord, mais là, c'est au rythme que je vis là». Donc là, vous allez me dire: «Oui, mais tu auras 1,5 million», ça, c'est une phrase que j'adore, «dans 15 ans, ça vaudra plus rien». Yo, bullshit, pareil, là, je veux dire, on s'entend que même 100 000, quelqu'un là, faut passer, va dire: «Ah, 100 000, c'est plus rien maintenant». 100 000, c'est de l'argent. On va arrêter là de faire les gros richards là. 100 000, c'est du cash. Quand tu as 100 000 de côté, c'est déjà beaucoup mieux que la moyenne qu'on a ici au Québec, où les gens n'ont pas grand-chose. Au niveau de la valeur nette, quand on lit les statistiques, il y a pas grand-chose. Donc ça aussi, faites attention, les gens qui essayent de diminuer ça là: «Oh, tu as juste 50 000 dans ton CELI, c'est pas grand-chose». Bah, c'est déjà mieux que rien. Donc bref, ce 62 000 là, qu'on s'est dit, donc toutes mes dépenses mensuelles que j'ai, incluant tout, 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 même les imprévus, bah, il va baisser à un moment donné. C'est-à-dire que mon hypothèque, bah, à ma retraite, j'en aurais plus. Donc là, le 5 000 que je dépense par mois, il est rendu à 4 000 par mois. L'assurance maison, elle sera tout le temps là. Les prêts auto, peut-être que j'aurai toujours une voiture quand je vais être plus vieux, et cetera. La garderie, bah, je vais l'enlever 800 ou l'école par mois. C'est cher la garderie. Le RE de mes enfants, j'espère que j'aurais pu la donner de 208 par mois. Donc, vous voyez mon 5 000 en coupant quelques petites choses, parce que plus on vit, normalement, moins on a de dépenses. Les choses sont payées, on a de l'actif. Eh bien, mon 5 000 et quelques par mois est devenu 3 000 par mois. Donc, mon 62 000 est devenu 36 000 par année. Donc, si je fais 36 000 fois 25, donc la règle du 4%, ben là, on n'est plus à 1,5 million. On est à 900 000. Puis ensuite, vous pouvez vous dire: «Ah, mais c'est intéressant puisque bah, moi, je vais avoir des crédits à la retraite, j'ai une pension». Bon, ben, est-ce que je suis capable de vivre mon 3 000 par mois? J'ai des revenus, qui vont rentrer, donc qui vont couvrir certaines parties de mes dépenses. Donc ça peut être aussi ça, mes dépenses finalement vont être couvertes parce que je vais avoir une certaine pension. Donc bah, j'ai plus besoin d'avoir 3 000 de dépenses parce que je vais avoir 1 000 $ que je vais gagner qui vont aller sur mes dépenses. Donc finalement, j'enlève un 1 000 quelque part, dans whatever, resto sorti. Il me reste 2 400. Bon, bah, là, je suis rendu ailleurs, donc il y a ça aussi qu'il faut penser à ça, et ça va quand même assez relativement vite. Donc faites-le, j'aimerais ça peut-être que vous fassiez cet exercice, que vous me le notiez en commentaire ou peu importe, juste à vous. Ça peut être intéressant de dire: «Ce serait quoi mon chiffre pour partir à la retraite?» C'est où vraiment que je vais être, à l'aise de me dire: «Eh, je pourrais même prendre une pré-retraite ou travailler une journée de moins parce que, bah, je vais avoir atteindre un certain montant dans mes investissements. Ah, mon duplex vaut maintenant 500 000 et il est payé quasiment, il me retire, tu sais, je peux me payer grâce au loyer», et cetera, et cetera. Puis ça, je pense que la grosse chose qui manque de nos jours, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est, bah, la on en parle tout le temps, mais la gratification instantanée, on veut tout de suite, on veut tout rapidement, et on a de la misère à se projeter dans l'avenir. On a de la misère à se dire: «Ah, moi, plus tard à la retraite». J'ai entendu des personnes brillantes dire: «Moi, à la retraite, c'est correct, je prendrai un sac à dos et j'irai, en montagne, puis je me laisserai mourir là». Puis je suis comme:
Ouais, finalement, tu es pas si brillante que ça, mais il y en a plein qui pensent à ça: «Oh la retraite, on n'en aura plus de toute façon de retraite». OK, mais tu vas faire comment? Parce que là, à date, on en a des retraites. Je sais très bien que le temps passe vite, puis que bon, je le sais, tous ceux qui avaient prévu en l'an 2000 les voitures volantes, on y est, hein, on voit des voitures volantes partout. Mais je veux dire, le temps passe vite. On pense qu'il y a beaucoup d'innovations et il y en a, mais il y a des choses qui prennent longtemps pour changer. Penser à la retraite, c'est pas être loser de penser à combien j'ai besoin pour ma retraite. Au contraire, c'est de planifier pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Donc, voilà en gros un petit peu de quoi je voulais vous parler. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez pas de dette et que vous êtes dans l'investissement, bah, écoutez, props à vous. Je pense qu'il y a des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Puis surtout, c'est difficile d'être dans les dettes au niveau de l'anxiété, le sommeil, le stress, c'est compliqué pour avoir été dedans. C'est arrêtez de vous faire violence. Je pense qu'au lieu de se faire violence, c'est de reprendre ses finances en main tout simplement, puis d'avancer. That's it. On regarde vers l'avant. Ce qu'on a fait dans le passé, bah, écoutez, c'est fait. Tant pis, c'est trop tard. On apprend de nos erreurs, hein, c'est de l'expérience qui rentre, puis on regarde vers l'avant, on regarde vers l'avenir, on avance, on se fait un plan. Si vous avez besoin, écrivez-moi. Je l'ai fait dernièrement pour une personne où est-ce que je me suis connecté avec elle. Ça va me faire plaisir si c'est un appel téléphonique. Heu, ça va me faire plaisir honnêtement, je j'ai pas de, ça me fait plaisir de vous aider, même un petit props, ça va me faire plaisir d'avoir un petit mot d'encouragement avec vous. Donc, voilà, si vous avez aimé ça, tant mieux et puis, oubliez pas là, on fait la refonte du, site web, sur, golive.ca, nouveau forfait membre qui rentre en ligne de compte qui va être malade, la nouvelle application. Donc si vous désirez, ça coûte 108 par année, c'est vraiment pas grand-chose. Je pense que pour le contenu qu'on donne et qu'on vous apporte. Donc, voilà, sinon j'ai rien d'autre à dire à part que merci de nous soutenir. Il y en a beaucoup qui nous soutiennent, qui partagent, vous nous taguez dans vos stories. C'est pour vrai, ça nous encourage énormément. Ça passe le mot, grâce à ça, on est de plus en plus de membres, on a de plus en plus d'écoute sur le podcast. Donc je voulais vous dire, encore une fois merci et surtout, bah, à bientôt et bonne journée.